Meneer de Eerste Minister, Monsieur le Premier ministre, comme beaucoup de personnes à travers ce beau pays, j'ai été choqué. Profondément choqué qu'un Premier ministre belge signe une attaque inédite contre la Cour européenne des droits de l'homme. Choqué aussi qu'au lieu de défendre l'état de droit, Monsieur le Premier ministre, vous le fragilisiez. Car cet appel, Monsieur le Premier ministre, vous ne l'avez pas signé en votre nom propre, à titre personnel, comme diraient d'autres membres de votre gouvernement, oserais-je dire. Vous l'avez signé au nom de la Belgique, et c'est à nos yeux, inacceptable. Monsieur le Premier ministre, en signant cet appel, vous avez franchi une ligne rouge, et vous avez mis en cause l'un des piliers de notre ordre juridique et de notre démocratie, la Cour européenne des droits de l'homme et par ricochet, la Convention européenne des droits de l'homme. Merci, chers collègues. Le jeudi 22 mai, une lettre ouverte signée par 9 pays européens a été publiée. Il s'agit du Danemark et de l'Italie, les deux initiateurs de la lettre, ainsi que l'Autriche, la Tchéquie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Pologne. En tant que Premier ministre, j'ai signé cette lettre. Cela, bien entendu, après concertation au sein du CERN. Monsieur Dermagne, j'entends que vous êtes extrêmement choqué par cette lettre. Vous l'avez dit 10 fois. Vous m'accusez d'attaquer l'état de droit et les droits humains. Monsieur Dermagne, si vous le pensez réellement, alors votre parti ferait bien de chercher d'urgence un autre groupe au Parlement européen. En effet, dans 5 des 9 gouvernements ayant signé cette lettre, des partis socialistes, votre groupe occupe des postes au gouvernement. Donc 2 dirigent leur pays avec un Premier ministre. C'est le cas de Mme Frederiksen, qui était d'ailleurs à l'initiative de cette lettre ouverte. De votre indignation, je déduis donc qu'il ne reste guère d'autre choix à votre parti que de quitter sur le champ votre groupe européen. Vous ne voudriez tout de même pas être associé à un club qui ne respecterait ni l'état de droit, ni les droits humains. Naturellement, nous avons tous que vous resterez dans votre groupe. Car la vérité, c'est que cette lettre n'est en rien une attaque contre l'état de droit. Et pour être clair, cette lettre ne remet pas en cause la Cour européenne des droits de l'homme en tant que telle, ni les droits humains. Elle soulève par contre, et à juste titre, une problématique qui mine depuis des années la confiance dans l'état de droit. Une problématique que la Belgique connaît malheureusement que trop bien. Je parle ici de la migration illégale vers notre continent et de la criminalité qui, hélas, en découle. Après quelques mois passés sur la scène européenne, je constate une grande frustration chez de nombreux dirigeants européens face aux obstacles auxquels nous nous heurtons constamment pour faire face à cette problématique. Les criminels illégaux abusent de la bienveillance de nos sociétés et nous semblons impuissants. Cette impuissance, cette frustration, ce mécontentement ne vit pas seulement au sein du gouvernement, mais encore plus intensément au sein de notre population. Car lorsque les gens voient qu'on est souvent incapable d'expulser des personnes non européennes qui n'ont pas le droit de rester ici et qui commettent des actes criminels, ils perdent confiance en nos institutions. Et qui pourrait leur donner tort? Lorsque, en tant que dirigeants politiques, nous demandons que cette problématique soit prise au sérieux, cela ne constitue pas une attaque contre l'état de droit. C'est au contraire une main tendue pour coopérer entre les différents pouvoirs et pour renforcer notre état de droit et la confiance en celui-ci. Il y a, par exemple, peu de compréhension au sein de la population si le tiers de nos prisons est occupé par des personnes sans titre de séjour. Les politiques qui souhaitent vraiment restaurer la confiance dans l'état de droit cherchent des solutions pour stopper l'afflux illégal de migrants et supprimer les obstacles indésirables à l'expulsion des criminels. Une partie essentielle de la solution passe par une meilleure coordination européenne et par une pression accrue sur les pays tiers qui utilisent la migration comme une arme ou qui refusent de reprendre leurs ressortissants illégalement présents sur notre territoire. C'est l'un des éléments évoqués dans la lettre. Il est également évident que des traités comme la Convention européenne des droits de l'homme sont aujourd'hui à l'origine de certains obstacles.
Des traités formulés il y a des décennies dans des termes très larges et ouverts, à une époque où la migration vers l'Europe représentait à peine un dixième du flux actuel. Cela ne signifie pas du tout que ces traités sont aujourd'hui devenus obsolètes. Certainement pas. Ils ont inauguré l'ère des droits de l'homme après la guerre et ont porté l'Europe à un niveau de civilisation sans précédent. Mais ces traités ont, au fil du temps, été assortis d'interprétations qui ont eu des conséquences jamais envisagées à l'époque de leur rédaction. Des conséquences que de nombreux gouvernements, parlements et citoyens en Europe jugent indésirables. L'une d'elles est la grande difficulté d'expulser des criminels en séjour illégal. Ainsi, une interprétation stricte de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme complique l'expulsion ou même l'éloignement de criminels dangereux à tel point que la sécurité de ces criminels semble parfois primer sur celle de la société qui en est victime. Les interprétations de cet article compliquent également une politique de retour normale. L'article est même invoqué pour nous empêcher d'expulser des demandeurs d'asile vers la Grèce, un État membre de l'Union européenne. Et ce, même dans le cas où la Grèce est le premier pays d'arrivée en Europe, ce qui, selon le règlement de Dublin, en fait le pays compétent pour le traitement de la demande. Pire encore, des personnes ayant obtenu un statut de réfugié dans cet État de droit européen et qui, en raison d'une violation de l'article 3, ne pourraient pas être renvoyées vers ce pays. Des problèmes similaires apparaissent avec les interprétations de l'article 8, utilisées pour empêcher l'expulsion des criminels dangereux, simplement parce qu'ils ont ici des enfants, même s'ils ne se sont jamais occupés de ces enfants, ou même ont commis des faits à l'encontre du partenaire ou des enfants dont il est question. En tant que Premier ministre, je m'abstiens de commenter des cas concrets. Mais pour illustrer davantage mon propos, je renvoie volontiers au livre récent du juge émérite et ancien président de la Cour constitutionnelle et tout premier commissaire général aux réfugiés et apatrides de ce pays, Mark Bossert, intitulé à juste titre « Tussen démagogie et hypocrisie ». Pour ceux qui ne parleraient pas néerlandais, le livre a aussi été publié en anglais. Chers collègues, cette jurisprudence interprétative a des conséquences bien réelles dans ce pays. Par exemple, elle rend aujourd'hui extrêmement difficile l'expulsion des criminels dangereux. Vous pouvez donc prétendre pompeusement qu'en signant cette lettre, je porterai atteinte à l'état de droit. Mais je pense que ce qui mine réellement la confiance dans l'état de droit, c'est le fait que souvent nous n'arrivons même plus à expulser des criminels. Et ne soyez pas naïfs, chers collègues, ce n'est pas seulement la confiance dans l'état de droit qui est ainsi affaiblie, la politique en pâtit également, car ce sont vers nous que les citoyens se tournent pour des solutions et c'est à nous qu'ils reprochent notre impuissance. Donc oui, je suis préoccupé, comme beaucoup d'autres chefs de gouvernement en Europe, et croyez-moi, pas uniquement ceux qui ont signé la lettre. Avec mon gouvernement, je soutiens donc l'appel à transformer cette inquiétude en action politique. Car en politique, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Avec suffisamment de volonté politique, nous pouvons ensemble construire une nouvelle voie européenne qui continue à défendre les droits humains tout en garantissant à nouveau les protections sécuritaires les plus évidentes que nous devons pouvoir offrir à notre population. Faisons ce que les responsables politiques sont censés faire, modifier les lois et les traités, afin qu'ils soient à nouveau en phase avec les attentes de la démocratie, et pour que les juges sachent plus clairement ce que le législateur, donc le peuple, entend par ces lois. Tel est l'objectif de la lettre, ni plus ni moins. Je ne vois pas en quoi cela porterait atteinte à la séparation des pouvoirs. À chaque fois qu'un responsable politique commente une décision judiciaire, on lui reproche, et souvent à juste titre, que c'est à la politique de mieux légiférer. Mais maintenant que des responsables politiques appellent justement à le faire, vous nous dites que cela reviendrait à saper l'état de droit. Je m'excuse, chers collègues, cela n'a aucun sens. Je vous remercie.